Et donc j'étais payée, mais je ne jouais même plus, je fais même plus les stages. Donc en fait, c'était, on veut plus te voir, quoi. Et ça a été hyper dur. C'est encore époux, hein, tu vois. C'est quelque chose qui ça a été hyper dur parce que tu te sens moins que rien, en fait, et finalement, tout ce qui t'as fait avant, déjà, ne compte plus. Et qu'à ce moment-là, je veux plus voir personne, je m'enferme sur moi, je me mets dans mon jardin et je me mets à planter plein de trucs. Et c'est ça qui me redonne, en fait, le sourire et qui me redonne la niaque aussi de me dire, c'est pas grave, le rugby, ça a été 10 ans de ta vie, ça a été fabuleux avec l'équipe de France. Voilà, ça se termine vraiment très mal. Et il y a aucune reconnaissance de rien. Et tu sors vraiment par la cave, en fait. Par la cave. Et ça a été hyper dur de pas avoir eu cette dernière chance de montrer au moins, tu vois. Vous me fermez la porte, mais moi, c'est pas grave, je vais en ouvrir d'autres, en fait. Et c'est pour ça, mais pour tout. Parce que de toutes parts, j'ai plein de portes qui se ferment. Et mais après, vous inquiétez pas, les gars. Hein. Moi, je vais en ouvrir d'autres ailleurs et je vais chercher la solution. Et je vais pas lâcher. Tu ressens la nécessité de réduire un peu le rythme de Zinzin, qui est le tien. Joueuse du Stade Rennais et joueuse de l'équipe de France à 15 et joueuse de l'équipe de France à 7 et aussi parce qu'il faut quand même payer les factures employées à la GMF, au service partenariat événementiel. Ouais, tout à fait. Et comme il n'est pas question pour toi de lâcher les Bleus, tu décides de t'engager avec le Stade Français Paris pour te rapprocher de Marcoussis. Ça a été un petit crève-cœur de quitter ta Bretagne pour de bon? Bien sûr, ça a été dur. Après, ça faisait quand même quelques saisons où faire les allers-retours, c'était devenu fatigant. Je m'entraînais plus. Je prenais la place d'une autre parce que je jouais titulaire les week-ends avec mon club, mais j'étais pas là forcément en semaine avec les filles. Donc pour moi, ça avait plus trop de sens et ça emmagasinait aussi beaucoup de fatigue. Donc je me suis dit autant se rapprocher de Marcoussis et de vivre proche de Paris. Et puis du coup, quitte à vivre proche de Paris, venir dans un club parisien. Donc c'est comme ça que j'ai signé au Stade Français. Ton dernier match à Rennes, tu t'en souviens? Non, parce qu'en plus de ça, en vrai, j'ai eu que des fins merdiques. Hein. Franchement, en vrai, équipe de France à 15, franchement, je me fais jarter comme une malpropre. 7, il y a le Covid. Au Stade Rennais, je termine sur une blessure, donc je peux même pas jouer mon dernier match. Donc ça fait 9 ans que je joue pour mon club. Donc il n'y a aucune remise de cadeau, quoi que ce soit, enfin de reconnaissance un peu de ce que tu as pu apporter au rugby breton. Donc rien du tout. Stade Français, pareil, en fait, quelqu'un ne comprend pas que je vais changer de club. Donc pareil, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a rien. Les Wasps, ça se termine au bout de 6 semaines. Et les Harlequins, on m'a fait un sale coup pour mon dernier match qui doit se jouer et que je garderai un peu en travers pendant longtemps. Donc en fait, j'ai eu que des fins merdiques. À Paris, est-ce que le club aidait un peu pour le logement? Parce que même si vous jouiez pas pour gratuit, se loger dans la capitale, c'est quand même pas donné pour tout le monde. Et tu l'as dit, les salaires du rugby féminin, c'est pas les mêmes. Ah ouais. Non, c'est sûr que nous, on compte les sous à la fin du mois et c'est pas évident. Et justement, je pense qu'une des choses dont je suis le plus fière aujourd'hui, et avec d'autres, je suis pas la seule à s'être engagée et à avoir pensé aux générations futures. On a été un collectif d'anciennes, justement, qui ont vécu vraiment les prémices du rugby féminin, qui se sont battus pour les contrats, pour les joueuses, pour que justement il y ait aussi pas trop de différence entre les jeunes joueuses et les anciennes dans la rémunération. Il n'y a que 500 € d'écart entre une jeune et une qui a première sélection et une qui peut en avoir 80. Donc en fait, on avait cette volonté vraiment commune de se dire on veut faire évoluer notre sport pour tout le monde et laisser personne de côté. Et ça, dans le rugby masculin, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. À ce niveau-là, il n'y a aucun qui vont te dire je donne 3, 4, 5% de mon salaire pour que les jeunes soient mieux payés. Et non, c'est pas le même. C'est comme les primes à l'égalité qu'on n'a jamais vues pour l'instant et qui reste toujours un combat aussi peut-être à mener aussi dans notre fédé. On avait demandé aux gars est-ce que vous voulez aussi l'égalité salariale des primes? Et les gars ont refusé. Alors qu'ils sont déjà à des salaires dans les clubs qui sont vraiment très conséquents. Des primes, des bonus avec l'équipe de France qui sont aussi conséquents. Et nous, on gagne les Blacks, c'est 1 200 € de prime. On gagne l'Italie, c'est 800 € de prime. Donc en fait, à ce moment-là, on se dit, quand toi, tu gagnes une prime à 20 000 balles, on aimerait bien en fait que tu nous donnes un peu tu vois, un pourcentage de cette prime. Donc ça, c'est un peu dur parce que finalement, tu te rends compte que plus tu avances dans le haut niveau, la professionnalisation, et plus tu penses à ta pomme, et moins tu as cet esprit syndicaliste de vouloir faire évoluer le collectif. Et nous, je trouve qu'on l'a plutôt bien géré avec cette bande de joueuses, les anciennes qui se sont battues pour avoir une égalité entre du moins les jeunes et les plus anciennes et que tout le monde ait un contrat honnête et
et le moins précaire possible. C'est un beau combat que vous avez mené. Et quelques semaines après ton arrivée au Stade français, tu vis avec tes amis de l'équipe de France un moment magique. Une victoire 30-27 contre la Nouvelle-Zélande au Stade des Alpes de Grenoble, devant près de 20 000 personnes. Est-ce que c'est ton plus beau souvenir au rugby ? Ouais. Ça fait chaud au cœur de jouer chez toi devant un stade complètement plein. Quand toi, t'as commencé, il y avait 1000 personnes, 1000 pelés pour ton premier match de l'équipe de France. Et que quelques années plus tard, le stade est plein et les gens ont vraiment envie de suivre. Et puis, c'est de jouer et de gagner les Black Ferns. C'est énorme. Elles sont, alors maintenant, sextuples championnes du monde. C'est ce qui se fait de mieux sur la planète rugby au féminin. Elles marquent l'adversaire, tu vois. Enfin, c'est une équipe de légende. Et nous, on les gagne de 3 petits points, je crois. Une ambiance de malade. Franchement, le stade de Grenoble, c'est incroyable. T'as l'impression que ça fait un peu un chaudron et les gens, ils sont à bloc pour nous supporter. Et c'est vrai que le match, il est incroyable. On se donne coup pour coup. Il y a un coup, c'est nous qui marquons un essai. Une fois, c'est les Black Ferns. Et il y a un suspense incroyable. Et là, je pense qu'on a changé un peu l'image aussi des gens, du grand public sur le rugby féminin. Ça avait déjà bien évolué en 2014. Mais là, 2018, ce match-là, il y a des gens qui me disaient franchement, chapeau, parce que à la base, j'aime pas trop le rugby féminin, j'étais pas très attirée. Et là, franchement, quel match! Vous avez envoyé du jeu terrible. C'était un grand moment. Alors après, en revanche, Saskia, toi, t'es venu à Paris pour réduire un peu ton planning surchargé, mais tu vas vite payer le fait d'avoir tiré très fort sur ton corps, et il va te le faire comprendre avec un enchaînement incroyable de blessures, quoi. T'enchaînes. Moi, j'ai du mal à le comprendre à ce moment-là. On est janvier 2018, je dois partir à Sydney pour le Seven, tournoi de Seven. Et déjà, super content de jouer. Et en fait, 2 jours avant de partir, je me pète aux ischios. Et on est le 4-5 janvier. Et là, je me dis, oh. Et en fait, toi, moi, je sais pas, j'ai l'impression que mon cerveau, il est tellement habitué à s'entraîner avec la douleur et de pas t'écouter et d'y aller que je continue, en fait. Sauf que je sens que j'ai une petite gêne, mais je peux encore continuer à jouer et tout. Donc je joue. Puis moi, j'ai tellement envie de jouer, j'ai tellement envie de partir au ciné, j'ai tellement envie de prendre du temps de jeu que à ce moment-là, tu t'écoutes même pas ton corps. Tu renverses le cerveau, je sais pas ce qui se passe, mais tu peux jouer avec une blessure en fait. Et puis bon, au bout d'un moment, quand même, j'ai tiré dessus depuis au moins 20 minutes encore. Là, je sens que quand même, j'ai vraiment mal. Donc je dis, je vais sortir. Et en fait, j'ai un grade 2 à l'ischio et je vais pas pouvoir partir en Australie, quoi. Et là, c'est dur parce que, et je ne sais pas encore les preuves que je vais passer parce que derrière, c'est un ischio début janvier, un ischio mi-février et un ischio courant avril. Je fais 3 ischios en 6 mois. Et là, c'est hyper dur parce que tu te rentraînes, tu repars de zéro, tu réapprends à marcher, tu te soignes, tu calcules tout est nickel et tu te répètes. Et en fait, tu comprends pas pourquoi tu te répètes parce que tu fais tout. Tes efforts possibles, t'as été chercher partout. Moi, je regardais sur Internet et tout. Parce que c'est pas que j'avais pas confiance dans le staff médical, mais par contre, j'estimais aussi qu'on n'allait pas chercher assez l'information de partout. On voyait juste cliniquement, l'ischio, machin. Et qu'est-ce que je mange ? La micronutrition, le sommeil, le yoga, les huiles essentielles, comment je peux me soigner. J'étais tout le temps malade, en fait, aussi. Je me tapais un rhume tous les 3 semaines. Donc en fait, j'ai dit là, il y a un problème, je suis en fatigue, il faut pas juste voir que l'ischio. Il y a un problème aussi ailleurs. Du coup, en me renseignant, j'ai vu que les problèmes d'ischio, ça venait aussi certainement du dos. Donc je me suis dit, ah ouais, c'est vrai en fait. 2 jours avant me péter l'ischio, à chaque fois, je venais voir le kiné pour le dos. Et en fait, personne m'avait dit qu'il y avait peut-être qu'une corrélation. Et je me dis, peut-être que le dos, et du coup, il va falloir que je fasse un travail sur le dos pour pouvoir soigner mes ischios. Mais ça, si je vais pas chercher moi-même l'information, je ne l'ai pas. Donc on me dit toujours, ouais, tu poses trop de questions, machin, tu nous fais pas confiance. J'ai dit non, en fait, c'est juste que pour moi, on n'a pas tous la science infuse, et moi la première, sauf que je peux aller chercher l'information ailleurs. Donc c'est vrai que des fois, je passais pour la meuf têtue, la meuf qui sait mieux que tout le monde, mais c'est pas ça en fait. C'est juste que quand t'as connu blessure sur blessure sur blessure et que ton staff médical il te soigne et franchement ils ont tous été adorables et ils ont très bien fait leur travail, sauf que moi j'avais besoin d'aller voir ailleurs aussi et de comprendre parce que passer la moitié de ta saison dans une salle de kiné, t'as pas envie en fait. Ouais, c'est pas marrant, mais du coup ça t'oblige à abandonner ton rêve de faire les JO. Tu dois sacrifier le rugby à 7. Et ça, je crois que c'est dur mentalement parce que tu l'as dit, ce rêve de jouer les JO, ça t'a un peu bouffé finalement. Ouais, c'est vrai que 2016, je suis pas sélectionnée, mais je me dis, bon, c'est pas grave, il y a 2020 et il faut viser Tokyo. Et en fait, cet enchaînement de merde, mais incalculable, parce qu'il y a une année aussi, 2019, j'enchaîne. Problème, infiltration au genou, lumbago, en veux-tu, en voilà.
Je fais le ligament Lisfranc, donc il y a un ligament du pied, mais je me le pète bien pendant 6 mois. Je me lève tous les matins, je me dis, waouh, je vais jamais me remarcher de ma vie correctement. Je me fais déchirure au quadri, déchirure aux ischio. Bref, je fais 8 blessures sur la saison entière. Ça pète de partout. Là, je me dis, mais qu'est-ce qui va pas, quoi. Et après, c'est dur, parce que tu te blesses une fois, allez, faut repartir. 2 fois, 3 fois. Mais 8 fois, ça commence mais à faire. c'est barjo. Et c'est là que je me dis, tu vois, peut-être qu'avec du recul, j'aurais bien voulu travailler plus sur la prépa mentale parce que pour moi, il y avait un truc, c'était que je générais du stress qui était complètement inconscient. En fait, moi, ça allait bien. Je pensais que ça allait bien dans ma vie. Mais en fait, après, avec le Covid, je me suis rendu compte que non, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. Et justement, ça m'a permis de faire le point et de régler certains soucis. Mais c'est vrai que quand c'est pendant la carrière, tu te dis, j'ai pas le temps, j'ai envie de jouer. Ouais, y a et pas ce en fait, recul-là. tu rates des saisons entières à cause de blessures. Et là, c'est compliqué. Le coach, il t'a pas vu jouer pendant 1 an, quasiment, où il te revoit par petite dose. C'est pas assez parce que tu sais qu'aujourd'hui l'équipe de France si elle est bonne et c'est qu'on a un 15 titulaire et puis des remplats, des impact players qui sont capables de faire la différence et qu'on a une équipe type en fait aussi pour les championnats et moi c'était compliqué là de pouvoir y prétendre. Finalement y a le Covid, confinement, et ça te remet d'aplomb avec un retour aux sources avec ta famille à Vieux Marché. Bon, c'était pas non plus confinement, pantoufles, canapé, PlayStation pour toi, j'ai vu. Lever à 9h, c'est pas mon style. peser du matin, rentrer sur Excel du repas de la veille, séance de sport, repas à 13h. Même à l'école militaire, ça file moins droit, quoi. Ouais, non, c'est un truc de fou. Je me suis instauré une routine un peu militaire, mais moi, je l'ai pas vécu comme ça. J'étais bien parce que quand t'es tout le temps dans un cercle en fait sportif, t'es tout le temps avec les mêmes personnes, on te dit à telle heure faut aller là, à tel endroit, faut faire ça, faut faire ci. Donc en fait t'es un peu pas assisté, mais ton programme, tout est défilé, tout est donné par un staff. Et tu es moteur et tu t'appropries le projet et tout, mais la logistique finalement c'est jamais toi qui la gères. Et je me suis dit là du jour au lendemain de te retrouver à plus rien faire, il faut que moi je me fasse ma routine et j'ai pas envie de prendre de poids. Moi je suis déjà direct focus sur la prochaine Coupe du Monde en 2021 en Nouvelle-Zélande, finalement qui aura lieu en 2022. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, j'ai ces objectifs en tête et je les lâche pas. Et du coup pendant tout le confinement, je note tout ce que je mange, genre matin, midi et soir. Je me mets une routine tous les jours à 17h jusqu'à 19h, on fait du sport avec ma belle-sœur. Ma belle-sœur, j'arrive à lui faire perdre 10 kilos. Ah ouais. Moi, j'en perds 8. Alors, en fait, je me rends compte que j'ai perdu beaucoup de muscles aussi. Toi, tu perds du poids pendant le confinement, alors que les gens d'habitude, ils se sont plutôt empâtés. Ouais, mais je faisais du sport pendant 2 heures avec une demi-heure de renfo et une petite heure, 30 minutes de course, mais tout ça avec des massages, du yoga, enfin pas des massages, mais de l'auto-massage avec les rouleaux. Tu vois, j'avais vraiment 2 heures consacrées que au sport. Et donc là, ça me fait un bien fou à la tête. Je me réveille le matin, je suis trop bien, j'ai mes règles en plus, c'est génial. Donc, je fais des petits contenus sur les réseaux sociaux. Je vois que ça m'impacte quand même un petit peu cette période de me dire, punaise, sur l'environnement, notre vie, on est quand même, l'humain a un impact énorme sur la planète. Et moi, je le vois devant mes yeux. C'est mon père qui perd ses 5 ruches pendant le confinement. Et je me dis, waouh, là, c'est pas normal en fait. Et puis demain, tu sais que les abeilles n'existent plus. L'homme, je crois que c'est Einstein qui disait ça, c'est dans 2-3 ans, il n'y a plus d'humains. Et là, tu te dis, ah ouais, c'est chaud et personne n'en parle. Et là, ça se déroule devant mes yeux. Donc moi, j'ai commencé un petit peu à en parler sur mes réseaux. Et c'est vrai que j'ai un peu pris le risque, entre guillemets, d'annoncer un petit peu mon engagement environnemental parce que jusque-là, d'ailleurs, très peu de sportifs aujourd'hui s'engagent sur ce terrain-là parce qu'on est des sportifs, on est connus pour faire du sport et pas pour parler des abeilles et des petites fleurs et de la biodiversité, quoi. Ouais, tu développes un engagement aussi par rapport à cela. Tu développes aussi des skills inattendus. J'ai vu que tu es devenue experte en conduite de pelleteuse. Ouais, voilà. ouais. En fait, j'ai mon frère qui habite à 2 pas de la maison, qui rénove une maison. Et du coup, il a besoin de coups de main. Le confinement, c'est parfait parce que du coup, il a des bras avec lui. Donc, tout le monde s'y met. Et j'apprends à faire de la pelleteuse. Ça, c'était génial. C'est des souvenirs... Tu vois, c'était un moment où vraiment, je pense que j'étais en manque de ma famille. Moi, j'étais à Paris avec un conjoint où c'était compliqué. Et le rugby, c'était compliqué. Des blessures. Je travaille plus à cette époque parce que je me suis dit, je vais me focus 100% sur le rugby et plus faire d'activité professionnelle. Grave erreur. Et donc, en fait, je suis dans un burn-out, en fait. Tu le dis d'ailleurs. Je veux pas... Ouais. Enfin, à ce moment-là, je me l'avoue pas. Mais je me rappelle, Fanny Horta, qui est ma capitaine, elle me dit... elle a envie de me faire parler, en fait. Mais moi, je la regarde, genre...
complètement inexpressive et j'ai plus de sentiments, d'émotions qui me traversent. Je suis vidée en fait, vidée et tout me saoule. Tout me saoule. Mais du coup, j'ai plus envie de parler aux gens, je me renferme vachement sur moi. Comme ça va pas dans ma vie, je me dis, ouais, je vais rester avec mes problèmes. Enfin, tu vois, vraiment, à plus pouvoir sortir la tête de l'eau et d'être dans un gouffre où tu te dis, je vois plus la lumière et je suis pas sûre que je vais la revoir même, tu vois. Enfin, et fatiguée, épuisée mentalement, physiquement. Et ça, c'est vrai que chez les sportifs de niveau aussi, on n'en parle pas beaucoup. La dépression. Ouais, de la dépression. Parce qu'en fait, on est tellement mis à rude épreuve, il y a beaucoup de pression sur nos épaules. On est en concurrence avec des gens pour donner le meilleur de nous-mêmes. On veut tout le temps nous pousser à bout pour... voilà, c'est ça le haut niveau, c'est l'excellence, c'est aller frôler nos limites. Et en fait, mes limites, elles avaient été déjà atteintes depuis un moment. Et tout ça accumulé fait que j'ai explosé avec 2 burn-out durant ma carrière et qui n'ont pas été faciles à gérer. Et vraiment, ce Covid, ça a été la délivrance. Vraiment comprendre qu'est-ce qui ferait que je suis bien dans ma vie, c'est quoi mon bonheur, c'est quoi que j'ai envie d'aller chercher. J'ai envie d'être engagée. Je suis une femme engagée, en fait. Je m'engage sur le terrain du rugby féminin, pour les contrats pour les filles, pour que les jeunes filles, elles aient envie de faire mon sport. Et maintenant, aussi sur le terrain de l'environnement où j'ai pas envie de me dire 2050, il y a plus d'eau, il y a plus de plastique dans les océans que de poissons, qu'il y a plus d'abeilles. Qu'on s'entretue tous pour pouvoir manger, comme on a pu le voir avec le Covid, où les gens se battaient pour des pots du PQ ou des pâtes. Non, mais sincèrement, moi, c'est que je le vois tout ça et je suis hyper sensible à ce qui m'entoure. Et je me dis comment, moi, en tant qu'athlète, je peux aussi, peut-être avec mon mini-pouvoir d'influence et les gens, ma communauté qui me suivent, me dire comment je peux essayer de faire changer les choses et impulser le changement, parce que beaucoup de gens se disent « Ah ouais, mais je sais pas quoi faire face à la transition écologique ou le réchauffement climatique. Je me sens dépourvue, je me sens stressée. » Et les gens ont envie d'agir, mais ils savent pas quoi faire en face. Donc c'est de se dire moi, je peux vous donner quelques clés. Alors, j'ai pas encore la science infuse, mais j'ai vraiment envie qu'on aille tous dans le même bateau, parce qu'il n'y a pas de planète B. Une planète A pour ceux qui font des efforts et une planète B pour ceux qui n'en font pas. C'est pas possible. Ça n'existe pas. On est tous dans le même bateau, il faut y aller et j'ai envie d'embarquer un maximum de gens avec moi. La vie reprend son cours après le Covid. Tu reprends la tienne, le club, l'équipe de France un peu. Mais la nouvelle génération, elle pousse fort aussi. À quel moment tu te dis que ça le fera peut-être pas pour la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande et qu'il est peut-être venu l'heure de tourner la page? Ça, c'est assez dur parce que pour moi, je suis toujours au niveau, je m'entraîne toujours dur. Alors certes, j'ai eu max de blessures, mais je suis pas out. Et en fait, ce qui a été le plus dur, c'est qu'on m'a pas donné la chance, cette dernière chance de montrer ce que je valais et de faire au moins une prépa à Coupe du Monde. Quitte à ce qu'ils me jartent, tu vois, et que je suis pas sélectionnée. Mais j'ai même pas eu la chance et l'opportunité de pouvoir montrer. Et ça, c'est le plus dur, finalement, et le plus frustrant, parce que 6 mois avant la Coupe du Monde, je ne fais plus les stages. Je suis pas invitée sur la préparation des tournois. Enfin, toi, j'ai senti qu'il y avait une nouvelle vague et notamment un nouveau sélectionneur qui veut plus m'avoir dans l'effectif, sans trop me donner de raison, mais c'est ciao, quoi. Ça, c'est dur quand t'as donné pendant des années, que t'es une vraie compétitrice et que tu veux au moins te donner la chance de le faire. Toi, j'ai vécu une non-sélection 2014, j'ai vécu une non-sélection des JO, mais je sais qu'au moins, je me suis donné les moyens et j'ai montré jusqu'au bout où je pouvais aller. Là, on te donne même pas la chance de pouvoir faire ces stages. Et j'étais en contrat avec la Fédération française de rugby. Et donc, j'étais payée, mais je ne jouais même plus, je fais même plus les stages. Donc, en fait, on veut plus te voir, quoi. Et ça a été hyper dur. C'est encore répondu, tu vois. C'est quelque chose qui ça a été hyper dur parce que tu te sens moins que rien, en fait. Et finalement, tout ce qui t'as fait avant, déjà, ne compte plus. Et qu'à ce moment-là, je veux plus voir personne, je m'enferme sur moi, je me mets dans mon jardin et je me mets à planter plein de trucs. Et c'est ça qui me redonne en fait le sourire et qui me redonne la niaque aussi de me dire c'est pas grave, le rugby ça a été 10 ans de ta vie, ça a été fabuleux avec l'équipe de France. Voilà, ça se termine vraiment très mal et il y a aucune reconnaissance de rien et tu sors vraiment par la cave en fait, par la cave. Et ça a été hyper dur de pas avoir eu cette dernière chance de montrer au moins, tu vois. Malgré tout, on voit là ta capacité aussi de rebondir à chaque fois quand il y a un échec, parce que tu te mets comme projet d'aller jouer à l'étranger. C'est peut-être ça aussi qui motive. Mais c'est ça, à chaque fois il y a un échec, je veux rebondir, tu vois. C'est de me dire, ok, vous me fermez la porte, mais moi c'est pas grave, je vais en ouvrir d'autres en fait. Et c'est pour ça, mais pour tout. Là, je suis en train de monter Rugby Girl Academy, c'est la même chose. On me ferme les portes les unes après les autres et on se rend pas compte parce qu'on me dit « Ah, t'as un boulevard immense, le rugby féminin, c'est bien, t'es la seule à... » Non, mais non, en fait. Moi, je suis une top là qui avance sous la terre et qui sait pas où elle va, mais elle avance et avec mes moyens, mon réseau. Mais c'est pas évident parce que de
toutes parts, j'ai plein de portes qui se ferment. Et mais après, vous inquiétez pas, les gars. Moi, je vais en ouvrir d'autres ailleurs et je vais chercher la solution. Et je vais pas lâcher. Et c'est la même chose, finalement, avec ce départ en Angleterre. Ok, vous me fermez la porte. C'est très dur. Je le vis très personnellement et j'ai encore de l'émotion, tu vois, parce que c'est dur, en fait, finalement, de jamais fêter une fin, en fait. Et dans chacun des clubs, des sélections, en fait, j'aurais jamais eu ce temps où je peux apprécier d'avoir quand même mis un peu la pierre à l'édifice et de te dire la reconnaissance ça fait à la fin. d'un truc. En fait, la reconnaissance, elle est quand même importante, même si je cours pas après, mais elle fait du bien, en fait, peut-être à l'ego et aussi pour avancer. Et là, bah voilà, ça s'est pas passé comme ça. C'est pas grave, je lâche pas. Je me dis, où est-ce que je peux rebondir ? Moi, j'ai toujours rêvé de partir en Angleterre. J'ai joué avec les Barbarians, j'ai adoré. Je me suis fait plein de copines. Je me dis, bah, je veux partir de l'autre côté de l'Angleterre. En Angleterre, c'est le meilleur championnat au monde, professionnel, où ils misent vachement sur les filles. Ils sont en avance sur le rugby en France. Va voir ce que c'est. Va voir ce que c'est de tes propres yeux. Va tester. Et c'est comme ça que je débarque au Wasp. Donc, trop contente. Comme je t'ai dit, je m'intègre trop bien. Les filles sont trop gentilles avec moi. Et pas de bol. Et là encore, bordel. Et là encore, 6 mois dans un club. Et là, bah, tout qui se casse la gueule. Et un club mythique, légendaire. Impensable. C'est comme si demain, le Stade Toulousain se fermait les portes, en fait. Ouais, tu n'imagines pas une seconde. Et là, du coup, bah, ça s'arrête avec les Wasps. Et là, tu te dis, punaise, mais c'est pas possible d'enchaîner autant d'épreuves, en fait. D'enchaîner autant d'épreuves. Après, je me dis toujours, je relativise. Je dis, t'as tes 2 pieds, t'as tes 2 jambes, t'es en bonne santé, t'as une famille qui t'aime, t'as un chéri, t'as une vie en France que tu peux retrouver, donc calm down, ça va bien se passer, mais c'est juste que... Ouais, parce que tu te retrouves sans rien quand même. T'es parti pour signer un contrat, et puis là, tu te retrouves là-bas, de l'autre côté de la Manche, sans rien. Et encore une fois, la force de rebondir de Lénaïque Corson, bah, tu retrouves un club qui est aussi un club mythique, les Harlequins. Ouais. Voilà, et c'est avec eux que tu vas jouer les derniers moments de ta carrière. Qu'est-ce que tu as retiré de cette dernière expérience ? En fait, je pense que cette expérience, déjà, je voulais bien terminer. Déjà aussi terminer physiquement bien. Je veux dire, il y a tellement de joueurs ou de joueuses qui terminent sur une blessure. Et moi, c'était ma hantise de terminer vraiment ma carrière là-dessus. Sur un croisé, il y a des gens qui sont passés par là, mais voilà, si je pouvais éviter cet épisode-là, c'était bien. De prendre un maximum de plaisir aussi. Mais surtout, je pense, ce qui m'a animée vraiment en partant là-bas, c'est de me dire... Quel est le système anglais qui fonctionne aujourd'hui et pourquoi nous en France ça fonctionne pas et pourquoi on n'avance pas, et d'aller aussi découvrir une nouvelle culture qu'est l'Angleterre, qui est complètement différente, notamment sur les questions de diversité, de genre. C'est un pays beaucoup plus ouvert à tout ça. Et voilà, en fait, déceler un peu les secrets de réussite du modèle anglais. Et je pense qu'il y a tellement peu de sportifs, et notamment dans le rugby, qui partent justement à l'étranger pour jouer, notamment en Angleterre. C'est plutôt le sens inverse, vu qu'il y a tellement d'argent dans notre championnat, le top 14, bah, les joueurs veulent plutôt venir jouer en France plutôt que jouer à l'étranger. Et moi, bah, c'était hyper précaire. Mon club des Harlequins, on me dit « Ah, bah, c'est génial, Léna, quand même, t'as rebondi dans un autre club. C'est pas donné à tous. Hein. Tu sais, les gars, il y en a qui se retrouvent sur le carreau. » Je dis « Ouais, mais tu sais comment je re-signe ? Mon club me paye que mon logement. Hein. » Donc les gars, ils font « Ah ouais, tu pars jouer là-bas sans salaire Bah ouais, parce que j'ai décidé que je devais faire ma dernière année ou mes 2 dernières saisons en Angleterre et que je voulais vivre ce moment-là. Donc en fait, moi, quand j'ai quelque chose en tête, je suis une têtue. La Bretonne, elle est têtue et c'est difficile de la sortir de la tête. Donc j'avais plus de contrat, j'avais plus de visa, j'ai dû rentrer en France. Qu'il a fallu après attendre de retrouver un autre club. J'ai attendu 7 semaines en France. Et il y a plein de clubs français qui m'ont dit bah, viens signer chez nous, vu que c'est quand même triste ce qui t'est arrivé. Je dis bah, franchement, je vous remercie. Mais moi, je veux repartir. Tu voulais repartir là-bas, quelque part. Dans la précarité. mais parce que j'avais des choses à aller chercher et que je suis toujours dans cette soif d'apprendre, d'être curieux de comment ça se passe. Et j'avais besoin de le voir par moi-même. Et ça m'a ouvert, pareil, un réseau aussi à l'international qui aujourd'hui, c'est un plus, surtout quand t'es français, où t'es un peu... tu te ressentes sur toi-même souvent. Alors, si j'ai bien compris, là, ça se termine pas si bien que ça. Évidemment, t'as pas eu ces derniers matchs. Par contre, cette année, ça a été celle de la transition pour toi entre ta vie de joueuse de haut niveau et celle qui arrive. Tu avais déjà des activités professionnelles avant, hein, on en a un peu parlé. Tu t'es ouverte cette année-là à l'entrepreneuriat, d'abord avec Impact Player, puis avec Rugby Girl Academy. Est-ce que tu peux raconter comment ça t'est venu ça ? Ouais, tu vois, là encore, je crois beaucoup au destin. Je suis pas prise en équipe de France, ok, je suis pas sélectionnée. Mais moi, je vais rebondir en Angleterre. En Angleterre, bon ok, ça se passe pas bien parce que mon club des Wasps fait faillite. Après, je pars au Harlequins pour seulement gagner... le coût de mon loyer.
Donc la vie est dure, la vie est précaire. Mais par contre, en fait, dans ces moments de grande solitude par moment, des moments d'échec, des moments où financièrement tu te dis pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ce choix, c'est toujours là, dans les moments les plus sombres, que t'arrives les idées les plus lumineuses finalement. Et les idées pour demain. Et quand tu sors de cette zone de confort, c'est là où tu vas chercher les concepts hyper innovants qui n'existent pas. Tu viens aussi apprivoiser cette nouvelle culture, des nouvelles idées qui viennent de l'étranger pour les ramener finalement en France. Donc les ramener en France dans un modèle déjà existant, ça marche pas en fait, ça peut ne pas fonctionner. Par contre, ramener des idées dans un modèle qui n'existe pas et de créer de toutes pièces un format qui n'existe pas en France, bah là, alors c'est le sport féminin, le rugby féminin, c'est un sport de niche. Hein. Tu te rends compte qu'on n'est que 8% de licenciées féminines dans le rugby, donc c'est que dalle. Contrairement au foot où il y a quand même... Alors, la part est très mince aussi par rapport aux footballeurs, mais par contre, il y a 200 000 licenciés chez les filles qui font du foot. Nous, on est à 28 000 donc, c'est au pas rugby. la même proportion. Donc, c'est pas du tout les mêmes proportions. Mais par contre, je viens créer Rugby Girl Academy. Et en fait, c'est des idées qui maturent en Angleterre. Et un mix de plein de projets qui finalement en font qu'un, qui est Rugby Girl Academy, qui sont les premiers stages de rugby 100% pour les filles. Parce que ça n'existe pas en France, ça existe pour les garçons ou en mixte. Mais pas un truc 100% fille, imaginé par une fille. Et donc moi, je suis partie sur un programme où je veux 100% d'intervenantes, mais pour l'instant, je suis plutôt à 90. Il y a un gars dans notre effectif, mais... Il va sauter bientôt. Le truc, c'est que moi, je veux des modèles au féminin pour les jeunes filles, pour les aider à prendre confiance en elles. Parce qu'on fait du rugby, mais pas que. On va aussi faire du yoga, on va aussi faire de la nutrition, on va aussi parler d'environnement. En fait, on parle de plein de choses, il y a 8 ateliers différents. Et ça, c'est inédit déjà dans le monde du sport, d'être dans le sport, santé, environnement. Et en plus de ça, de proposer dans le rugby, qui est un sport très connoté masculin, et qu'on veut faire un programme 100% pour les filles. Donc moi, je me heurte à un nombre incalculable d'épreuves et de portes fermées. Mais par contre, je fais un truc qui me plaît et où je sens que ça marche aux vibrations et que je suis dans le vrai en fait. C'est le prolongement de toi finalement, hein, des engagements avec le fil rouge, la femme, etc. C'est tes engagements qui se matérialisent avec cette association finalement, c'est un peu ça. Tout à fait. Et tu vois, donc on a lancé Rugby Girl Academy qui est l'asso. Enfin, je dis on, parce que j'aime bien dire les gens quand même qui bossent un petit peu de loin avec moi, mais la maître du projet, c'est moi de A à Z. Et c'est très dur par moment, parce qu'il y a beaucoup de poids sur nos épaules. Et puis j'ai envie que ça marche, hein, forcément. Et puis, il y a aussi l'entreprise qui vient de se créer aussi, qui s'appelle Impact Play Her. Et là, qui est un programme de formation pour justement les femmes en entreprise, pour les aider à prendre confiance. Donc en fait, les deux sont un petit peu collés, sauf que voilà, il y en a un qui est vraiment plus pour les ados de 13-16 ans, pour les aider à se construire dans leur vie de filles et de femmes. Et vraiment pour les femmes, pour elles, les aider à prendre justement, à avoir la niaque, être boostées pour notamment avoir des postes à responsabilité dans l'entreprise, leur donner les clés aussi pour être bien dans leur tête, dans leur corps. C'est vraiment un programme hyper complet. Et puis en plus, il y a la Coupe du Monde masculine aussi qui aide un petit peu, j'imagine, qui a lancé, qui sert un petit peu de tremplin hein, pour la petite histoire. J'ai vu des filles de Rugby Club Academy qui ont assisté. Rugby Girl Academy, décidément, avec ce club là, je mets du club partout. Mais ouais, j'ai vu des filles de Rugby Girl Academy au Stade de France. Donc cette première promotion, tu l'as quand même bien gâtée. Très chouchouté. On peut le dire. On arrive à la question récurrente de ce podcast. Si tu devais définir Lénaïque Corson, l'entrepreneuse, elle serait plus proche de Anne-Sophie Demoulin ou Thomas Lombard, deux des présidents et présidentes que tu as connus dans ta carrière sportive à Rennes et au Stade Français? Aucun des deux. Aucun des deux. Je pense que je me suis formée toute seule et de mon expérience que j'ai pu avoir pendant toutes ces années. Et je ne veux surtout en aucun cas ressembler à quelqu'un. Il y a des gens qui m'inspirent et je prends certaines choses. Mais surtout, je veux fonder mon chemin et je sais que j'ai des convictions fortes. Et c'est ça qui m'amène à créer justement plein de choses, d'avoir de l'invention, des idées à 1000 à l'heure dans ma tête en me disant « Ah ouais, on peut faire ça !» Et c'est ça qui est vraiment génial. Et puis surtout, ouais, c'est des projets pour les autres en fait. Et c'est ça qui m'anime le plus. Tu connais ce son, c'est la sirène. Dernière possession, il y a un bonus à aller chercher. Alors, pas d'en avant, on botte pas en touche. Tu m'as dit que le pied, c'était pas forcément ta spécialité. Question Jean Abeyou pour démarrer. Jean Abeyou, pour situer, c'est un peu l'équivalent de Mathieu Lartaud pour l'équipe de France féminine. Ouais. C'est la voix des Bleus sur le service public avec un accent un peu plus chantant. Hein. Ça donne quelque chose du genre « Oh, la belle envolée de Lénaïque Corson !» avec le G, hein, Corson. Donc, ta plus belle envolée sur un terrain de rugby, ce dont tu es à ce jour le plus fier?
Alors, c'est pas Jean qui l'a commenté, mais c'est peut-être Mathieu Lartaud qui a commenté notre Coupe du Monde féminine en 2017. Et c'était d'ailleurs assez incroyable de voir quand même une tête, un cadre de France Télé commenter nos matchs. Donc nous, on en était super fiers. Hein. C'était le début de la reconnaissance. En plus, pour la première fois, un match passé sur France 2, parce que généralement, ça passait sur France 4. Et donc là, pareil, nous, ça nous apportait énormément de médiatisation de notre sport. Et donc, peut-être la plus belle action... Je sais pas, peut-être l'essai de la Coupe du Monde, s'il faut dire un essai, ou bien peut-être la Chistera aussi. Donc là, elle a été commentée par Jean sur le match à Grenoble contre la Nouvelle-Zélande. La petite Chistée pour Caro, j'avais bien aimé faire marquer ma compatriote de club du Stade Rennais. En plus de l'entrepreneuriat, tu as aussi démarré une carrière de consultante rugby pour la Coupe du Monde. Tu interviens sur RMC et aussi pour M6. Tu marches dans les pas de Marie-Alice Yaé avec Canal, Marie Sampéry que j'ai bien connue à Eurosport, ou encore Marjorie Mayence avec TF1 et Sud Radio. 2 questions dans une. Toi qui as connu les matchs de l'équipe de France féminine devant 500 personnes, comment tu perçois cette présence médiatique dans un milieu que certains peuvent décrire comme conservateur, voire un peu macho? Et je vais même te rajouter Koumba Diallo pour l'équipe et Yana Rivolen pour France Info. Laura Di Muzio aussi. Laura Di Muzio pour France Télé, tout à fait. Et on fait partie de cette même génération, vraiment, à avoir vraiment essuyé les plâtres dans le rugby féminin. Et je trouve que c'est génial déjà de voir ces femmes-là prendre de la place aussi parce qu'elles le méritent, on le mérite. Ça n'a pas été facile tous les jours pour nous. Et aujourd'hui, il y a une certaine reconnaissance, tu vois. Je l'ai pas eu forcément avec mes clubs ou mes sélections, mais là, tu vois, je l'ai avec les médias. Je m'amuse avec mon sponsor qui m'a fait un cadre énorme, Adidas. Et je tiens à le remercier parce que là aussi, ça fait partie d'une reconnaissance. J'ai fait partie de la première joueuse à être sponsorisée par un équipementier chez Adidas. Et pendant 5 ans, je suis restée même la seule joueuse. Maintenant, je leur ai dit, bon, c'est bien, mais allez chercher aussi d'autres têtes. Et moi, je peux vous aider. Donc, on est en train d'agrandir cette team Adidas. Et évidemment que ça fait du bien, cette reconnaissance, je te l'ai dit. On a donné un peu notre vie aussi pour notre sport. On court pas après ça. Mais je pense que déjà, c'est important aussi de voir ces femmes être à l'antenne, être visibles, parce que c'est pour moi des rôles modèles au féminin. Et que des jeunes filles aujourd'hui, si on veut les amener au rugby, si on met que des mecs, en fait, ça fera comme moi. Je ne saurais même pas que ça existe, en fait. Donc, il faut qu'on nous rende visibles à travers les performances de l'équipe de France. De notre championnat, ça serait pas mal aussi un jour, parce que notre Elite 1 aujourd'hui n'est pas diffusée. Donc le premier niveau, la division 1 pour les garçons qui nous écoutent peut-être, qui sont plus nombreux que les filles. Et voilà, l'idée c'est de pouvoir inspirer des jeunes filles et de leur dire que oui, c'est possible de jouer au rugby, que oui, c'est possible d'être à l'antenne et de parler de sport et de parler de rugby. Dans les médias, moi j'avais vu une stat assez énorme. C'était 30%, je crois, 26% de femmes sur les antennes. Par contre, ça correspondait à 8%, je crois, du temps de parole. Pour parler de sport. Donc les stats sont quand même assez délirantes de se dire que finalement, que 26% de femmes pour parler du sport et que leur temps de parole est à 8%. Quoi. C'est que dalle. C'est pas beaucoup. Dernière question. Pour moi, le rugby et le sport en général ont toujours accompagné ta vie. Ça fait 4 mois que tu n'es plus sportif de haut niveau. Je vais pas dire ton âge, mais tu l'as dit, donc c'est déjà fait. Mais on est loin d'être pourri à cet âge-là. Est-ce que tu t'imagines toute l'année qui vient sans toucher le moindre ballon et même un petit entraînement pour déconner avec... Je t'avoue que Koumba, là, au Stade Français, me fait un gros appel du pied. Même Thomas Lombard m'a rappelé en me disant « C'est très bien que tu reviennes pour donner ton expérience aux plus jeunes. » Mais franchement, j'ai tellement donné, en vrai. Et ça a tellement été précaire quand même d'être joueuse de rugby que j'ai envie, très égoïstement, de penser à moi pour une fois et de me dire il faut que je prépare mon après. Et aujourd'hui, le rugby ne me permet pas d'en vivre. Donc, il faut que je pense à moi et que sinon, demain, Rugby Girl Academy n'existera pas et je pourrais pas continuer cette activité. Donc, jouer au rugby et reprendre une licence, non. Par contre, un jubilé. C'est beaucoup d'organisation, mais ça me plairait beaucoup d'en faire un. J'y avais pensé en Angleterre, parce que ça se fait beaucoup, les testimoniums, je crois, je sais plus comment ils appellent ça. Testimonial. C'est testimonial. Et sinon, par contre, il va falloir vraiment que je reprenne le sport très bientôt parce que là je sens que le gras s'installe très très vite alors qu'on a mis des années à se construire un corps d'athlète et des muscles et c'est impressionnant la vitesse où ça fond en fait. Donc il faut que je reprenne le sport, je cherche des copains, des copines pour faire du sport, pas forcément que du rugby, tu vois, j'ai envie aussi d'en sortir un peu et d'aller voir ailleurs aussi. Moi tu sais, je suis quelqu'un une aventurière, tu vois, j'étais en Australie, c'est pareil, j'avais envie de découvrir plein de choses, là c'est un peu pareil. Voilà, si vous voulez taper un foot ou un basket avec les Naïg, vous lui envoyez un petit mail et ça pourra se faire. Eh bien, merci beaucoup les Naïg d'avoir été mon invité dans Terrain Conquis. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter autant de succès dans le business que tu en as eu sur le terrain. Merci beaucoup à toi.